Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le point sur les résultats de Nvidia qui ont été publiés hier soir et on va discuter aussi de l'extrême concentration des valeurs tech dans le poids des indices et on va voir que historiquement ça s'est déjà produit, notamment à la fin du 19e siècle, début du 20e, et on va voir comment ça s'est terminé. Donc les résultats d'Nvidia, ils sont conformes au consensus, hein, même légèrement supérieurs à ce qu'avait été le consensus. Malgré tout, le titre a légèrement corrigé après marché. Euh, donc c'est vrai que les niveaux de valorisation sont tellement énormes sur Nvidia actuellement que ça justifie des niveaux de croissance du chiffre d'affaires qui sont phénoménaux. Il faut savoir que le chiffre d'affaires a quasiment doublé sur un an, donc ce qui justifie des niveaux de PER au-delà de 50. Pour autant, effectivement, de plus en plus d'investisseurs et d'analystes demandent si la concentration des valeurs tech n'est pas trop importante. Alors, on va regarder ça sur le site dgacycles.com que je vous ai déjà euh, montré. Donc, je vous rappelle, donc, le site propose une analyse long terme des marchés financiers. Donc là, vous avez une représentation du Dow Jones de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et si vous cliquez sur l'onglet la BPA du CSP 500, tac, vous allez avoir les résultats par société, pour les valeurs tech américaines principalement. Alors vous voyez que déjà le PR actuel, il est à 26,7 fois les bénéfices sur l'ensemble du SP 500, ce qui représente en fait un pourcentile extrême, puisqu'on est à 94e pourcentile, c'est-à-dire que 94% du temps, entre 1871 et 2026, on était inférieur à ces niveaux de price earning. Hein, je vous mets la fonction de répartition par décile, vous voyez que le PER médian sur les 150 dernières années, c'était 15. Donc là, 26 fois les bénéfices, c'est justifié parce qu'on a une marge nette de 13%. Hein, vous voyez que au T1 2026, on avait 278 dollars par action au niveau des bénéfices SP 500 pour une base de vente de 2135. Donc quand vous faites le ratio des deux, ça donne une marge nette de 13%, ce qui justifie un PER de 26. Sachant que historiquement, on n'a jamais eu des marges aussi élevées. Alors ça s'explique par quoi? Ça s'explique par notamment des impôts sur les sociétés qui sont très faibles. Donc, par exemple, si vous cliquez ici sur impôts sur les sociétés, tac, vous allez voir la courbe en vert qui apparaît. Et vous voyez que par exemple, dans les années 50, l'impôt sur les sociétés, il était de 52%. Euh, Autour des années 40, il était de 38%. Dans les années 80, il était à 46%. Et puis aujourd'hui, on est à 21%. Donc on a très peu d'impôts par rapport à ce que payaient historiquement les sociétés. Donc ça a permis une expansion des multiples de valorisation et ça a permis de faire exploser les marges. Alors, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que en fait, c'est concentré uniquement sur quelques valeurs. Vous voyez. Donc, par exemple, si vous regardez les bénéfices sur un an glissant pour les valeurs de la tech, on voit que c'est les 4 ou 5 premières valeurs qui trustent tout le reste. Et si on regarde historiquement comment ça s'est terminé, vous allez donc en bas, là, vous avez concentration du top 10. Donc, ça, c'est en fait la pondération, ce que représentent les 10 meilleures valeurs du SP 500 sur la capitalisation totale. Et vous voyez qu'on est à 38%. C'est-à-dire que les 10 premières valeurs du SP 500 représentent 38% de la capitalisation totale. Et en fait, ce niveau-là, on est au 94e pourcentile. C'est-à-dire que 94% du temps dans l'histoire, c'était inférieur. Donc ça veut dire que les valeurs sont extrêmement concentrées. Donc si je clique là-dessus, vous voyez que par exemple, euh, à la fin du 19e siècle, on avait ce type de niveau, mais ça s'est retrouvé qu'une fois. En fait, on l'avait euh, au début du 20e siècle et fin du 19e. Alors, la fin du 19e, en fait, c'était ce qu'on appelait l'âge d'or américain. Vous aviez la Standard Oil et Carnegie Steel et les trusts ferroviaires qui dominaient l'indice. Et en fait, le top 10, ça reflétait une économie d'industrie lourde qui était fondée sur des ressources naturelles et des pouvoirs monopolistiques. Et c'était l'empire financier de JP Morgan qui reliait tout ça. Et la concentration, elle avait permis d'atteindre des niveaux comme ça de 38%.
mais c'était alimenté par des actifs physiques et non par des marges sur des logiciels. Après, si on regarde un peu plus loin dans le temps, vous aviez également, début du XXe siècle, vous aviez les lois antitrust. Et ces lois antitrust, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont redessiné le paysage économique. Euh, mais l'économie à l'époque s'industrialisait rapidement. Donc il y avait les chemins de fer, l'acier, le télégraphe. Et en fait, on a eu une panique dans les années 80, à la fin du 19e. Donc vous aviez eu la crise boursière de 1893 qui a brièvement perturbé les marchés. On a eu une concentration qui était restée autour des 30%, mais ça s'est redescendu à 34%, vous voyez. Donc en général, en fait, quand vous avez une concentration forte comme ça des indices, ça se termine assez mal. Avec 38%, aujourd'hui, en fait, les entreprises de la tech, elles pèsent plus lourd dans le SP500 qu'à aucun moment de l'histoire, en fait. Donc, on a une domination des 10 premières valeurs, et les deux épisodes qu'on pourrait comparer, c'est la bulle Internet en 2000, mais même la bulle Internet en 2000, là je vais vous mettre le graphe. Donc on va enlever l'impôt sur les sociétés, la clôture trimestrielle et la tendance long terme. Ouais, là vous avez l'indice de concentration. Vous voyez que par exemple dans les années 2000, on était autour de 22%, 20% de concentration, d'indice de concentration des 10 premières valeurs. Vous voyez, là, c'est la concentration du top 10, c'est-à-dire la pondération, quelle pondération représente ces 10 premières valeurs dans l'indice total. Bah, on était autour de 23%. En 2008, c'était encore pire, on était autour de 19%. Donc, quand vous regardez, en fait, la concentration du top 10, ça s'est envolé à partir de 2016 à peu près. On était à 20%, et puis après, on est passé autour de 30% en 2021, pour culminer aujourd'hui à plus de 40% fin 2025. Et puis, bon, là, ça s'est un peu réduit, on est à 38% au niveau de la concentration du top 10. Mais en fait, c'est des concentrations majeures qu'on a quasiment jamais vues dans l'histoire, à part au début du XXe siècle. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a un excès de valorisation parce qu'en fait, les 10 premières valeurs génèrent actuellement à peu près 32% du bénéfice, alors qu'elles pèsent à peu près 38 à 40% de l'indice. Donc, il y a un écart entre, je dirais, la pondération des bénéfices et leur valorisation. Et alors c'est l'IA qui a permis ça. On a une exposition de l'IA sur les 10 premières valeurs de la tech, enfin, à peu près, ouais. Et ça crée un risque de corrélation, c'est-à-dire que s'il y a un problème sur l'IA, tous les investisseurs vont vouloir sortir en même temps, et, ça risque de crasher l'ensemble de l'indice, elles représentent 30% à 40% de l'indice. Donc, et historiquement, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des niveaux de concentration comme cela, bah, ça s'est mal terminé, puisqu'en fait, derrière, un choc macroéconomique ou réglementaire, ça peut les affecter. On avait par exemple, on a eu les lois antitrust au début du XXe siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême, au début du XXe siècle, elle a démantelé la Standard Oil, qui était la big tech de l'époque, et ça a constitué un tournant au niveau du droit et de la concurrence. Et en fait, la Première Guerre mondiale, qui avait remodelé les flux de capitaux, ont permis une rotation des actifs vers l'industrie de guerre, donc qui a connu un effort considérable. Et les valeurs de la consommation, ils étaient un petit peu à la traîne, et les valeurs de la télécommunication ont émergé avec l'invention du télégraphe, etc. On avait AT&T, qui est une très vieille société, qui a plus d'un siècle maintenant, qui avait permis d'émerger et qui avait créé un nouveau monopole. Mais je dirais que la concentration avait diminué. Voilà. Alors après, donc si on regarde au niveau vous voyez, des indices de répartition,
on est quand même sur des niveaux, vous voyez, la médiane, elle est autour de 22%. Et nous, on est à 38%, donc on est sur les 94e pourcentiles, quoi, à peu près, hein. Voilà, donc maintenant, si on regarde, on va reprendre le graphe du Dow Jones. Hop, je vous le remets. Voilà, et on va remettre sa droite de régression. Hop, voilà. On va enlever l'indice de concentration. Voilà, donc si vous regardez, actuellement, on est sur des valeurs quand même extrêmes, puisque on est au niveau du ratio du Dow Jones sur sa médiane. Donc je vais zoomer sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire en gros 2020, après 2020. Vous voyez que en fait, on est à 2 fois à peu près la médiane. Alors 2 fois la médiane, c'est 98e pourcentile. Euh, si vous regardez, donc si vous cliquez ici sur valeur cyclique, hop, je vous le mets là, hop, valeur cyclique. Vous voyez que là, vous avez le ratio du Dow Jones. Vous avez le Dow Jones, la médiane et le ratio. Donc là, on est en 2015. Et si on descend, vous voyez qu'on est sur des pourcentiles extrêmes, hein, puisque là, on est premier trimestre à peu près à 2 fois la médiane. Donc on est à 94e pourcentile. Mais alors, ça n'a pas été mis à jour. Vous voyez que c'était pour pour un Dow Jones à 47 000. Or, aujourd'hui, on est autour de 49 000 et la médiane, elle doit être à 24 000. Donc, on est à plus de 2 fois. Et plus de 2 fois, en fait, si vous regardez, on est autour du 97e pourcentile, quoi, 96, 97e pourcentile au niveau de la fonction de répartition. Ça veut dire que bah, c'est des niveaux extrêmes, hein. C'est-à-dire que 97% du temps, on était inférieur à ces niveaux-là. Et donc, bah, ça traduit quand même un niveau extrêmement élevé en termes de valorisation. Donc, ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les niveaux de PER, hein. Vous voyez que donc le PER à 26, c'est extrêmement rare, hein. La médiane, elle est à 15. Le P80, le 80e centile, est à 19 et le 90e centile est à 23,9, donc 24 fois les bénéfices. Donc là, à 26, on est extrêmement élevé. Si on regarde, alors ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les années 30, le crash de 29, donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Vous voyez qu'en fait, on a atteint, donc en termes de valorisation, on était à vous voyez qu'on était à peu près à, je vais cliquer ici, on était à 2 fois la médiane au T3 1928. Vous voyez, donc on serait à peu près sur les valeurs actuelles au T3 1928, donc 2 fois la médiane. Et ça voudrait dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crash, lui, il a eu lieu au T4 1929, hein, le octobre de 1929. Donc si on respectait la même temporalité, ça voudrait dire que, bah, en gros, il nous reste un an, quoi. Puisque, en fait, entre le T3 1928 et le T3 1929, il s'est passé un an. Mais vous voyez quand même qu'il est passé de 2 fois la médiane à quasiment 2,7 fois la médiane avant de cracher. Donc si je reviens sur l'époque actuelle, donc on va cliquer ici, là, 2020-2046, hop, hop. Vous voyez que actuellement, on va zoomer, actuellement on est ici, donc on est à 2,14, on a un petit peu baissé là au T1 2026, on est à 2 fois la médiane. Ça voudrait dire que ben, il nous reste peut-être 2 ou 3 trimestres avant d'atteindre les niveaux qui étaient vus en 29 et, derrière le crash boursier. Donc je ne sais pas, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir, mais c'est vrai que les niveaux de concentration actuels sont tellement extrêmes et les niveaux de valorisation PER, price to sell, etc., sont tellement extrêmes que généralement, ça s'est associé à des périodes de rendement flat, c'est-à-dire que la bourse ne faisait rien dans les 5 à 10 années qui ont suivi, quoi.
Donc, en parallèle de ça, si on met la dette, donc si vous mettez par exemple, vous cliquez sur dette sur PIB, tac, voilà, vous allez voir que, en fait, vous voyez que la dette, en fait, elle est extrême, hein. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à 124-126%. On est sur les mêmes niveaux de dette que la Seconde Guerre mondiale, en 1946. En 1946, on était à 121%, donc on est à peu près sur les mêmes niveaux de dette que la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une dette extrême. Donc c'est cet endettement qui a permis une expansion des multiples de valorisation de la bourse. On a une concentration extrême, comme on a vu tout à l'heure, sur les valeurs de la tech, et des niveaux de valorisation, vous voyez, hein, qui sont autour du 98e pourcentile. Donc généralement, cette histoire, ça se finit assez mal. Il suffit qu'il y ait un choc exogène, donc une remontée très forte du prix du pétrole, ou un choc réglementaire avec des lois antitrust. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'en fait, ça génère des inégalités. C'est-à-dire que vous allez avoir une extrême petite partie de la population qui va profiter de ces valorisations extrêmes, mais l'essentiel de la population, eux, ils ne vont pas le voir. Et donc, ça crée un sentiment de ressentiment, ce qui permet des fois au Sénat de faire passer des lois antitrust et des choses comme ça, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la Standard Oil et la Cour suprême au début du XXe siècle. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais toujours est-il qu'effectivement, quand on regarde les niveaux actuels, on peut s'interroger, savoir si on va avoir les mêmes réglementations. Voilà, donc moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, avec des pourcentiles actuels à 97-98%, ça finit généralement pas très bien, quoi, hein. Donc voilà, on se tient au courant, on va voir comment les choses évoluent. Si on regarde au niveau des bénéfices, vous voyez que bon, la dernière publication T1 2026, elle donne un BPA à 218 $ par action. Les projections, elles nous donnent pour le T2 2026 285. Alors, je vous rappelle hein, comment on calcule la valeur fondamentale du SP500. C'est l'équation SP500, c'est à peu près 200 fois le BPA au carré divisé par chiffre d'affaires. Donc si on prend cette valeur de 285, je vais vous faire le calcul. Vous faites 285 au carré fois 200 divisé par le chiffre d'affaires par action, donc 2150 $ par action pour le chiffre d'affaires. Et donc là, on trouve 7555, ça serait la valeur au Q2. Actuellement, les bénéfices doivent être autour de 282 $ par action. Donc si je mets 282 fois 200, hop, divisé par 2150, on serait autour de 7397 points pour le SP500, donc ce qui est à peu près cohérent aux valeurs actuelles. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Tac. La valeur juste actuelle, elle est autour de 7411 points, donc c'est à peu près ce qu'on a trouvé ici, hein, 7397. Donc si je arrondis par exemple à 282 $ par action, vous voyez, on trouve bien le 7408 points pour le SP500. Donc je dirais que le niveau de valorisation actuel, il est justifié par les bénéfices hein, qui sont ici. Donc la projection au 30 juin 2026 nous donne un BPA autour de 285 $ par action, ce qui justifierait un SP500 à 7526 points. Et au T3 2026, on devrait être à 291 $ à peu près par action, ce qui justifierait un SP500 autour de 7750 points. Voilà. Donc voilà, donc tout l'enjeu, c'est de savoir si effectivement on va respecter ces niveaux de progression-là, ce qui veut dire une croissance quand même assez exceptionnelle, hein, parce que si on regarde la progression des sociétés, les 20 premières sociétés, elles ont fait plus 24% en termes de bénéfices sur un an glissant, sachant que la moyenne historique, c'est plus 6%. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve ces niveaux de valorisation
extrême hein, au niveau des indices, hein, au-delà des 90e pourcentiles. C'est ces niveaux de croissance de bénéfices qui sont justifiés par l'IA et qui permettent d'atteindre ces niveaux de valo. Mais alors, le problème, c'est qu'en général, ces niveaux de croissance-là ne sont pas tenables dans le temps et dès que ça va commencer à réduire, puisque comme vous avez une loi au carré, vous voyez, c'est 200 fois les BPA au carré, donc si vous avez donc un effet de levier à la hausse, c'est-à-dire qu'une augmentation de 10% des bénéfices, ça fait une augmentation de 20% du SP500, si on différencie cette loi-là. Mais ça marche aussi à la baisse. C'est-à-dire que si vous avez une baisse de 10% des BPA, bah, ça entraîne une baisse de 20% de l'indice. Donc toute la question est de savoir est-ce qu'on va pouvoir tenir les niveaux de croissance actuels. Rien n'est moins sûr. Donc on se tient au courant. Voilà, allez, à bientôt.